Ce soir, avant que l'histoire ne commence, dites-moi, de quelle ville m'écoutez-vous? Et surtout, quelle est la température là où vous êtes maintenant? Ici, en Provence, en 1752, la nuit tombait lentement sur le manoir de la comtesse de la Fère, une demeure silencieuse où plus personne n'avait franchi la porte depuis des années. Personne, sauf elle. Ce que les serviteurs allaient découvrir derrière cette porte fermée de l'intérieur allait glacer la France entière. L'automne de 1752 descendit sur la Provence avec une douceur trompeuse. Les vignes dorées ondulaient sous le Mistral, et les oliviers centenaires murmuraient leurs secrets au vent. Mais au sommet d'une colline escarpée, loin des villages où l'on battait encore le blé et où l'on pressait les olives, se dressait le château de la Fère, une demeure austère de pierre blonde dont les volets restaient perpétuellement clos. Autrefois, cette bâtisse avait été le théâtre de fêtes somptueuses. On y venait d'Aix, de Marseille, même de Paris pour admirer la comtesse Héloïse de la Fère, dont la beauté légendaire faisait pâlir les roses de son jardin. Sa fortune, héritée d'une lignée de négociants enrichis par le commerce des épices et de la soie, lui permettait de recevoir dans un luxe qui suscitait à la fois l'admiration et l'envie. Les chroniqueurs de l'époque racontaient ses robes brodées de fils d'or, ses colliers de perles venus des mers lointaines, et surtout son rire cristallin qui résonnait dans les salons illuminés de 1000 bougies. Mais en 1742, tout avait basculé. Sans explication, sans annonce, la comtesse avait congédié la plupart de ses domestiques, ne gardant que 3 serviteurs. Marguerite, une femme de chambre aux mains calleuses qui la servait depuis l'enfance, Baptiste, un valet taciturne aux yeux sombres, et le vieux Mathieu, jardinier et homme à tout faire dont le dos voûté témoignait d'une vie de labeur. Les invitations cessèrent, les portes se fermèrent, les volets furent cloués. Quand les curieux venaient frapper, on leur répondait par un billet bref, rédigé d'une écriture serrée et nerveuse. La comtesse de la Fère prie qu'on respecte sa retraite. Une malédiction pèse sur sa maison, que Dieu protège ceux qui s'en éloignent. Dans les villages alentours, on commença à murmurer. Les paysans qui passaient près du château la nuit juraient entendre des plaintes, des prières psalmodiées dans une langue qu'ils ne reconnaissaient pas. Les bergers évitaient de mener leurs troupeaux trop près des murs, car les bêtes devenaient nerveuses, refusaient d'avancer, bêlaient avec une détresse inhabituelle. Le curé de Saint-Rémy, le père Anselme, homme pieux mais superstitieux, avait tenté à plusieurs reprises de rendre visite à la comtesse. Chaque fois, Baptiste l'avait reçue sur le seuil, le visage fermé, et lui avait transmis le même message. « Madame la comtesse ne reçoit personne. Elle prie, elle expie. C'est tout ce que vous devez savoir, mon père. » « Expier quoi ?» avait demandé le prêtre, la voix tremblante. Baptiste avait simplement secoué la tête avant de refermer la lourde porte de chêne, laissant le père Anselme sur le perron de pierre, avec pour seule compagnie le vent qui sifflait entre les cyprès du jardin. Les années passèrent ainsi, 10 années de silence, de mystère, de rumeurs qui enflaient comme une gangrène dans l'esprit des villageois. Certains affirmaient que la comtesse avait perdu la raison après la mort de son époux, le comte Édouard de la Fère, décédé brutalement d'une fièvre maligne lors d'un voyage en Orient. D'autres chuchotaient des histoires plus sombres, un pacte avec le diable, un secret de famille inavouable, un crime commis dans l'ombre et qui rongeait maintenant l'âme de la coupable. Marguerite, la seule qui voyait encore la comtesse quotidiennement, ne parlait jamais. Quand elle descendait au village pour acheter des provisions, son visage était un masque impénétrable. Les commères tentaient de la faire parler, l'asticotaient avec des questions voilées, mais elle payait en silence, ramassait ses paquets et remontait vers le château sans un mot, ses jupes noires balayant la poussière du chemin. Pourtant, ceux qui l'observaient attentivement remarquaient des détails troublants. Ses mains tremblaient légèrement. Ses yeux fuyaient les regards directs. Et parfois, au détour d'une conversation qu'elle ne pouvait éviter, elle murmurait des fragments de phrases qui glaçaient le sang. Elle ne dort plus, elle écoute. Il y a quelque chose dans les murs. L'automne de 1752 s'annonçait plus froid que les précédents.
Les figues mûrissaient tardivement, les hirondelles étaient parties tôt, et les vieux disaient que c'était mauvais signe. Au château de la Fère, l'atmosphère s'alourdissait de jour en jour, comme si les pierres elles-mêmes absorbaient une tension invisible. Marguerite montait chaque matin à 7 heures précises dans les appartements de la comtesse, situés au dernier étage de l'aile ouest. Elle frappait 3 fois, toujours 3 fois, puis attendait. Généralement, après quelques secondes, elle entendait le cliquetis de la clé dans la serrure, et la porte s'entr'ouvrait juste assez pour qu'elle puisse glisser le plateau du petit déjeuner, du pain, du miel, une tisane de verveine. Mais depuis quelques semaines, quelque chose avait changé. La comtesse mettait plus de temps à répondre. Parfois, Marguerite devait attendre plusieurs minutes, l'oreille collée contre le bois massif, avant d'entendre enfin les pas traînants de sa maîtresse. Et quand la porte s'ouvrait, la comtesse ne disait plus rien. Elle tendait juste une main pâle, presque translucide, pour prendre le plateau, puis refermait aussitôt, le verrou claquant avec une brutalité qui faisait sursauter la servante. Un matin de la mi-octobre, Marguerite remarqua quelque chose d'étrange. En posant le plateau devant la porte, elle perçut une odeur inhabituelle qui s'échappait par l'interstice sous le battant. Ce n'était pas l'odeur habituelle de cire et d'encens qui imprégnait les appartements de la comtesse. C'était quelque chose de plus âcre, de légèrement sucré, qui évoquait vaguement les fleurs fanées et le parchemin ancien. Elle frappa ses 3 coups réglementaires, puis attendit. 1 minute passa, 2 minutes, 5 minutes. Aucun bruit, aucun mouvement. Le silence était si profond qu'elle entendait battre son propre cœur, un tambour sourd dans sa poitrine. « Madame » appela-t-elle doucement, la voix étranglée par une angoisse grandissante. Pas de réponse. Elle colla son oreille contre le bois, retenant sa respiration. Elle crut alors percevoir quelque chose, un son ténu, presque imperceptible, un murmure, une sorte de psalmodie étouffée qui semblait venir de très loin, comme si quelqu'un récitait des prières dans une langue morte. La peur la saisit alors, une peur primitive qui lui noua les entrailles. Elle dévala l'escalier en courant, manquant de trébucher sur les marches de pierre usées, et se précipita vers l'office où Baptiste nettoyait l'argenterie. « Il faut monter », halta-t-elle, le visage livide. Madame ne répond plus, et il y a cette odeur et ces voix. Baptiste leva vers elle son regard sombre, impassible. Il posa lentement le candélabre qu'il était en train de polir, s'essuya les mains sur son tablier et hocha la tête. « J'y vais », dit-il simplement. Ils remontèrent ensemble, Marguerite serrant convulsivement son tablier entre ses doigts, Baptiste marchant devant d'un pas lourd et résolu. Le vieux Mathieu les rejoignit en cours de route, intrigué par leur agitation. Devant la porte des appartements, ils s'arrêtèrent tous les 3. L'odeur était maintenant nettement perceptible et elle s'intensifiait. Baptiste frappa à son tour, plus fort, avec autorité. « Madame la comtesse, c'est Baptiste. Ouvrez, je vous prie. » Le silence lui répondit, un silence épais, oppressant, qui semblait vivant. Il posa la main sur la poignée et tenta de tourner. Verrouillé, évidemment. Il se tourna vers Mathieu. « Va chercher la hache. Il faut enfoncer cette porte. » Le vieux jardinier hésita, ses lèvres tremblantes murmurant une prière, puis descendit chercher l'outil. 15 minutes plus tard, il revenait, portant une lourde hache de bûcheron. Baptiste la saisit, prit une profonde inspiration et frappa. Le premier coup résonna dans tout l'étage comme un coup de tonnerre. Le bois massif résista. Le deuxième coup créa une fissure. Le troisième fit éclater un panneau. À travers l'ouverture, une bouffée d'air confiné s'échappa, chargée de cette odeur douceâtre et dérangeante qui leur souleva l'estomac. Baptiste passa sa main par le trou, tâtonna, trouva le verrou et l'ouvrit de l'intérieur. La porte s'ouvrit enfin, grinçant sur ses gonds comme un cri d'agonie. Ce qu'ils découvrirent les figea sur place. La chambre était plongée dans une pénombre étouffante.
Les rideaux de velours pourpre étaient tirés, ne laissant filtrer qu'un ray de lumière pâle qui découpait le parquet en lattes géométriques. L'air était saturé de cette odeur troublante, mêlée maintenant au parfum entêtant de l'encens brûlé depuis des jours, des semaines peut-être. Au centre de la pièce, face à la cheminée éteinte depuis longtemps, se tenait la comtesse Héloïse de la Fère, assise dans son fauteuil de brocart bleu nuit, celui qu'elle affectionnait tant autrefois pour lire sa correspondance et recevoir ses confidentes. Elle portait une robe de soie noire, brodée de motifs floraux argentés qui luisaient faiblement dans la demi-obscurité. Ses mains étaient posées sur les accoudoirs, dans une position parfaitement symétrique, presque cérémonielle. Mais la comtesse ne bougeait pas, elle ne respirait pas. Elle était morte. Cela ne faisait aucun doute, et pourtant son corps présentait une particularité qui glaça le sang des trois domestiques. Elle semblait parfaitement conservée, comme si la mort l'avait saisie et figée instantanément, sans lui laisser le temps de se décomposer. Sa peau avait pris une teinte parcheminée, tendue sur les os avec une finesse presque translucide. Ses yeux étaient clos, les paupières parfaitement lisses, sans l'affaissement habituel des cadavres. Ses lèvres, légèrement entr'ouvertes, révélaient des dents d'une blancheur immaculée. Ses cheveux, autrefois d'un noir de jais, étaient soigneusement coiffés en un chignon élaboré maintenu par des épingles d'ivoire. On aurait dit une statue de cire, une effigie mortuaire d'un réalisme troublant, sauf que ce n'était pas une statue. C'était bel et bien la comtesse, ou plutôt ce qu'il en restait. Marguerite porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Mathieu recula d'un pas, murmurant des Ave Maria d'une voix tremblante. Seul Baptiste s'avança, avec une prudence de chasseur approchant un animal blessé. Il remarqua alors d'autres détails. Sur la table basse près du fauteuil, une bougie éteinte depuis longtemps, la cire ayant coulé en stalactites blanches le long du chandelier d'argent. À côté, un carnet relié de cuir noir, ouvert sur une page couverte d'une écriture serrée et nerveuse, et plus troublant encore, sur le sol autour du fauteuil, des traces circulaires dessinées à la craie, formant des symboles que Baptiste ne reconnaissait pas, mais qui évoquaient vaguement les pentacles et les sceaux qu'il avait vus jadis dans un grimoire oublié dans la bibliothèque du château. Il se pencha vers le carnet, hésita, puis le saisit avec précaution. Les pages étaient jaunies, tachées par endroits d'encre ou peut-être de larmes. L'écriture devenait de plus en plus désordonnée au fil des pages, passant de lignes droites et élégantes à des spirales chaotiques et des mots griffonnés avec une violence presque hystérique. Il lut à voix haute, d'abord pour lui-même, puis pour les autres qui s'étaient rapprochés malgré leur terreur. 17 septembre 1752. Les nuits sont insupportables. Je l'entends maintenant clairement. Ce n'est plus une impression, une illusion née de ma solitude. Quelqu'un, quelque chose, rôde dans les murs. Cela gratte, cela murmure, cela attend. J'ai fait venir le père Anselme, mais Baptiste l'a renvoyé. Je ne peux me confier à personne. Qui me croirait? Qui comprendrait? Baptiste tourna quelques pages, cherchant la suite. L'écriture devenait frénétique. 23 septembre. La chose se rapproche. La nuit dernière, j'ai entendu des pas dans le corridor, lents, pesants, comme si quelqu'un traînait un fardeau. J'ai verrouillé ma porte à double tour, mais cela ne suffit pas. Les murs ne sont plus des protections. Ils sont devenus des portes. Édouard avait raison. La malédiction est réelle. Elle nous a suivis depuis Constantinople. Nous n'aurions jamais dû ouvrir cette urne. Jamais. Mathieu se signa convulsivement. Quelle urne? De quoi parle-t-elle? Baptiste ne répondit pas. Il continuait de lire, les mains tremblantes maintenant. 29 septembre. Je ne dors plus. Je ne peux plus. Si je ferme les yeux, je la vois. La femme du tableau, celle que nous avons trouvée dans la crypte de l'église orthodoxe. Elle me regarde. Elle sourit. Et derrière elle, les autres, tous les autres, ceux que nous avons dérangés dans leur sommeil éternel. Édouard est mort à cause de cela. Et maintenant, c'est mon tour. Je le sens. Mon corps se transforme lentement. Je ne mange plus, je ne bois plus, et pourtant je ne ressens ni la faim ni la soif. C'est comme si je devenais autre chose. La dernière page était presque illisible.
les lettres se chevauchant dans un désordre qui témoignait d'un esprit au bord de l'effondrement complet. 5 octobre, c'est fini. Elle est entrée cette nuit. Je l'ai vue sortir du mur, comme une fumée noire prenant forme humaine. Elle s'est penchée sur moi. Son haleine sentait la terre et les épices anciennes. Elle a posé ses lèvres contre mon front, et j'ai senti toute chaleur me quitter. Je suis maintenant entre 2 mondes, ni vivante, ni morte, conservée dans cet état par un pacte que je n'ai pas choisi. Que Dieu me pardonne, que Dieu nous pardonne tous. Ne cherchez pas à me déplacer, ne touchez à rien, laissez cette pièce fermée pour l'éternité. C'est mon tombeau, ma prison, mon expiation. Le silence qui suivit cette lecture fut absolu. Même le vent semblait s'être tu dehors, comme si la nature elle-même retenait son souffle. C'est alors que Marguerite poussa un cri étouffé. Elle pointait un doigt tremblant vers le mur du fond, celui recouvert d'une tapisserie représentant une scène de chasse médiévale. « Regardez, là, vous voyez ?» Baptiste et Mathieu tournèrent leurs regards. Au début, ils ne virent rien. Puis, lentement, leurs yeux s'accoutumant à la pénombre, ils distinguèrent ce qui avait terrifié la servante. Derrière la tapisserie, on devinait le contour d'une porte qui n'existait sur aucun des plans du château, une porte qui n'aurait jamais dû être là. Et dessous cette porte suintait quelque chose de noir et d'épais, comme une encre visqueuse qui se répandait lentement sur le parquet avec un sifflement ténu, à peine audible, semblable au souffle d'un serpent tapi dans l'ombre. La terreur les paralysa pendant ce qui leur sembla une éternité. Cette substance noire, presque vivante dans sa progression, avançait avec une lenteur hypnotique vers le centre de la pièce, vers le fauteuil où reposait le corps momifié de la comtesse. Baptiste fut le premier à recouvrer ses esprits. Il saisit Marguerite par le bras et la tira vers la sortie. « Sortez! Sortez immédiatement! Mathieu, viens !» Ils dévalèrent l'escalier dans un chaos de jupes froissées et de pas précipités, manquant plusieurs fois de tomber. Ce ne fut qu'une fois dans le grand hall d'entrée, essoufflés et tremblants, qu'ils osèrent s'arrêter et se retourner. Le couloir du dernier étage était vide, silencieux. Aucune substance noire ne les avait suivis. Aucun bruit inquiétant ne provenait d'en haut. « Il faut prévenir les autorités », halta Marguerite, le visage baigné de larmes. Le bailli, le curé, quelqu'un... Baptiste secoua la tête, le regard sombre et déterminé. « Non, pas encore. Si nous racontons ce que nous avons vu, ils nous prendront pour des fous. Ou pire, ils viendront fouiller, profaner ces lieux, et qui sait ce qui pourrait être libéré. Mais madame, son corps, nous ne pouvons pas le laisser ainsi. Les dernières volontés de la comtesse étaient claires, répondit Baptiste d'une voix ferme. Elle demandait que cette pièce reste fermée. C'est ce que nous allons faire. Nous allons condamner cette porte, sceller ce dernier étage, et personne n'y remontera jamais. Mathieu acquiesça lentement, ses vieux yeux humides reflétant une terreur ancestrale. Il a raison. Il y a des choses qui ne doivent pas être perturbées. J'ai vu assez de malheurs dans ma vie pour savoir quand il faut laisser les morts tranquilles. Ils passèrent le reste de la journée dans un état second, accomplissant mécaniquement leurs tâches habituelles, évitant soigneusement de lever les yeux vers les fenêtres du dernier étage. La tombée de la nuit, Baptiste monta avec des planches et des clous, et il passa plusieurs heures à condamner la porte des appartements de la comtesse, clouant planche après planche jusqu'à créer une barrière de bois massif. Puis, avec l'aide de Mathieu, il déplaça une lourde armoire pour bloquer complètement l'accès. Quand ils redescendirent, épuisés et couverts de poussière, Marguerite les attendait avec du pain et du vin. Ils mangèrent en silence, dans la cuisine éclairée seulement par le feu de l'âtre, 3 âmes liées désormais par un secret terrible. « Que va-t-on dire aux villageois » demanda finalement Marguerite. « La vérité, ou du moins une partie, » répondit Baptiste après un long silence. « Que la comtesse est décédée dans son sommeil, que son corps a été placé dans un cercueil scellé selon ses dernières volontés, et qu'elle sera enterrée dans la crypte familiale sans cérémonie. Personne ne doit voir ce corps, personne ne doit entrer dans ses appartements. Et le château? Le notaire de la famille viendra régler la succession. La comtesse n'avait pas d'héritier direct. Le château sera probablement vendu ou laissé à l'abandon. Peu importe.
L'important est que cette porte reste fermée. Les jours suivants confirmèrent leur stratégie. Le notaire, maître Beaumont, un homme corpulent et pragmatique venu d'Aix-en-Provence, se contenta de leurs explications. Il ne demanda pas à voir le corps, trop heureux de régler rapidement cette affaire troublante. La comtesse avait laissé des dettes considérables et ses biens furent saisis pour rembourser ses créanciers. Le château fut mis en vente, mais personne ne voulut l'acheter. La réputation de la maison était devenue trop sulfureuse, les rumeurs trop persistantes. Baptiste, Marguerite et Mathieu partirent peu après, emportant avec eux leurs maigres économies et le poids écrasant de leurs secrets. Marguerite rejoignit une sœur à Marseille et ne parla plus jamais de ses années au service de la comtesse. Mathieu mourut 6 mois plus tard d'une pneumonie, emportant ses souvenirs dans la tombe. Seul Baptiste vécut assez longtemps pour voir le nouveau siècle, mais il resta un homme hanté, taciturne, qui sursautait au moindre bruit nocturne et ne dormait jamais sans une bougie allumée à son chevet. Le château de la Fère tomba progressivement en ruine. Les toits s'effondrèrent par endroits, les volets se détachèrent de leurs gonds, le jardin redevint une jungle sauvage. Les villageois évitaient soigneusement d'approcher et les enfants racontaient des histoires de fantômes et de malédictions pour se faire peur les soirs d'orage. Mais parfois, très rarement, un voyageur égaré ou un chasseur imprudent s'approchait trop près. Et certains d'entre eux juraient avoir vu, à travers les volets brisés du dernier étage, une lueur vacillante, comme une bougie qui brûlerait encore malgré le temps et l'abandon. D'autres affirmaient avoir entendu une voix de femme, claire et mélodieuse, récitant des prières dans une langue ancienne qu'ils ne pouvaient identifier, du grec peut-être, ou du slavon ecclésiastique, ces langues mortes que seuls les moines et les érudits connaissaient encore. Les décennies passèrent. Le XVIIIe siècle céda la place au XIXe, puis au XXe. La Révolution française balaya les anciennes structures, et avec elle, beaucoup de mémoire et de traditions. Le château de la Fère ne fut jamais démoli, probablement parce qu'il était trop isolé pour attirer l'attention des révolutionnaires ou des promoteurs. Il resta là, sentinelle de pierre érodée par le temps, témoin muet d'un drame que plus personne ne connaissait vraiment. En 1893, un historien local du nom de Charles Dufour s'intéressa à l'histoire de la région et commença à compiler les archives et les témoignages concernant les grandes familles de Provence. C'est ainsi qu'il tomba sur la mention de la famille de la Fère et de l'étrange disparition de la comtesse Héloïse en 1752. Intrigué, il se rendit au château, accompagné de son assistant, un jeune homme nerveux nommé Paul Mercier. La bâtisse était dans un état lamentable. Des pans entiers de murs s'étaient effondrés, laissant voir l'intérieur béant des pièces envahies par la végétation. Mais l'aile ouest, celle où se trouvaient les appartements de la comtesse, tenait encore debout, presque intacte, comme protégée par une force invisible. Ils pénétrèrent dans le château par une fenêtre brisée du rez-de-chaussée. L'intérieur était un chaos de meubles renversés, de tapisseries moisies et de gravats. Tout avait été pillé au fil des ans par des vagabonds et des chercheurs de trésors. Mais ils remarquèrent rapidement que certaines zones semblaient avoir été évitées, comme si même les pilleurs les plus audacieux avaient ressenti une répulsion instinctive. L'escalier vers le dernier étage était encore praticable, bien que les marches craquent dangereusement sous leur poids. Quand ils arrivèrent devant la porte condamnée, ils restèrent interdits. Les planches clouées des décennies auparavant étaient encore là, couvertes de poussière et de toiles d'araignée, mais étrangement intactes, comme si personne n'avait jamais tenté de les arracher. « C'est derrière cette porte que la comtesse est morte », murmura Dufour, feuilletant ses notes à la lueur d'une lanterne. Les témoignages sont contradictoires, mais tous s'accordent à dire que son corps n'a jamais été déplacé, qu'elle a été emmurée vivante ou morte dans ses propres appartements. Paul Mercier, pâle comme un linge, regardait la porte avec une appréhension grandissante. « Monsieur, je ne pense pas que nous devrions... » « Ne soyez pas superstitieux, mon garçon. Nous sommes des hommes de science, des chercheurs de vérité. Si nous pouvons enfin élucider ce mystère, documenter ce qui s'est réellement passé, ce serait une contribution majeure à l'histoire régionale. »
contre son meilleur jugement, Paul aida son mentor à arracher les planches. Le bois était sec et cassant, et il céda assez facilement. Quand la dernière planche tomba dans un nuage de poussière, ils se retrouvèrent face à la porte elle-même, massive, noircie par le temps. Dufour posa la main sur la poignée et tourna. À sa grande surprise, la porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit lentement, dans un grincement lugubre qui résonna dans tout l'étage abandonné. L'odeur les frappa immédiatement. Ce n'était pas l'odeur de la décomposition, trop de temps s'était écoulé pour cela. C'était quelque chose de plus subtil, de plus troublant. Un parfum d'encens ancien, mêlé à cette même senteur douceâtre que les domestiques avaient perçue 140 ans plus tôt. La pièce était plongée dans l'obscurité totale. Dufour leva sa lanterne, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de moisissures. Le mobilier était encore là, miraculeusement préservé malgré l'humidité et l'abandon. Et au centre, face à la cheminée éteinte depuis plus d'un siècle, se trouvait le fauteuil. Il était vide. Les deux hommes s'avancèrent prudemment, scrutant chaque recoin de la pièce. Aucun corps, aucun squelette, aucune trace de la comtesse. Sur la table basse, ils trouvèrent le carnet de cuir noir, dont Baptiste avait lu les pages terribles, maintenant à moitié rongées par l'humidité, mais encore partiellement lisible. Dufour le saisit délicatement et commença à le feuilleter, découvrant avec une fascination morbide les confessions de plus en plus délirantes de la comtesse. « Extraordinaire !» murmura-t-il. « C'est un témoignage unique d'une descente dans la folie mystique. » La pauvre femme était manifestement atteinte de délire paranoïaque, probablement aggravé par l'isolement et... Il s'interrompit brusquement. Son regard venait de se poser sur le mur du fond, où pendait encore, quoiqu'en lambeaux, la tapisserie de chasse médiévale. Et derrière cette tapisserie, visible maintenant car le tissu s'était partiellement détaché, se dessinait le contour d'une porte. Une porte qui n'aurait pas dû exister. Mercier recula instinctivement. « Monsieur, cette porte, elle n'apparaît sur aucun plan du château. J'ai vérifié les archives avant notre venue. » Dufour, poussé par une curiosité qui dépassait la prudence, s'approcha et écarta complètement la tapisserie. La porte était là, petite, basse, faite d'un bois sombre, presque noir. Aucune poignée, aucune serrure visible. Juste une surface lisse, froide au toucher, qui semblait absorber la lumière de la lanterne plutôt que la réfléchir. « Il doit s'agir d'un passage secret, » raisonna Dufour. « Peut-être un accès à une cachette où la comtesse dissimulait ses biens précieux. Aidez-moi à l'ouvrir. »« Non !» protesta Mercier, la voix brisée par la terreur. « Monsieur, je vous en supplie, ne touchez pas à cette porte. Vous avez lu le journal. La comtesse parlait de quelque chose derrière les murs, de quelque chose qui l'attendait. » Dufour le regarda avec un mélange de pitié et d'agacement. « Mon cher Paul, vous ne pouvez pas croire sérieusement à ces divagations. La pauvre femme était malade, probablement empoisonnée lentement par le plomb de ses phares ou le mercure de ses remèdes. Ces hallucinations n'étaient que le produit d'un esprit dérangé. Mais même en prononçant ces mots, l'historien sentait une hésitation dans sa propre conviction. Il y avait quelque chose dans cette pièce, une présence indéfinissable qui mettait tous ses sens en alerte. L'air était trop immobile, trop dense, comme si le temps lui-même s'était figé dans cet espace clos depuis plus d'un siècle. Il passa néanmoins sa main le long du montant de la porte secrète, cherchant un mécanisme d'ouverture. Ses doigts rencontrèrent une aspérité, une sorte de loquet dissimulé dans le bois. Il appuya, un déclic résonna, anormalement fort dans le silence. La porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres, laissant échapper un souffle d'air glacé qui éteignit instantanément la lanterne de Dufour. L'obscurité les engloutit comme une mer noire. Mercier poussa un cri et tituba vers la sortie. Dans la panique, il heurta le fauteuil de la comtesse, qui bascula avec un craquement sinistre. Les deux hommes entendirent alors un bruit qu'ils n'oublieraient jamais. Un soupir, long et mélodieux, comme si quelqu'un venait de s'éveiller d'un sommeil profond. Puis, dans l'obscurité totale, une voix de femme s'éleva,
clair et étrangement jeune, récitant en grec ancien « Kyrie eleison, mais qui, Seigneur, aie pitié de moi, car je suis entre deux mondes, ni vivante ni morte, conservée par un pacte que je n'ai pas voulu. » Dufour, glacé d'épouvante, parvint à rallumer sa lanterne avec des mains tremblantes. La lumière jaillit à nouveau, révélant une scène qui lui arracha un cri d'horreur. Au centre de la pièce, là où s'était trouvé le fauteuil vide quelques instants auparavant, une silhouette se tenait debout. C'était une femme vêtue d'une robe de soie noire brodée d'argent, exactement comme celle décrite dans les témoignages des domestiques. Mais son visage... Son visage était celui d'un cadavre ancien, la peau parcheminée tendue sur le crâne, les yeux enfoncés dans leurs orbites, et pourtant ses yeux bougeaient, ses yeux les regardaient avec une expression qui mêlait la supplication et une tristesse infinie. « Ne me regardez pas, » murmura la chose qui avait été la comtesse de l'affaire. « Ne me voyez pas ainsi. Je n'ai jamais voulu. Il m'a promis l'immortalité, la beauté éternelle, et il m'a donné ceci. » Mercier s'était effondré contre le mur, incapable de fuir, paralysé par une terreur qui dépassait tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Dufour, malgré son éducation rationaliste, sentait sa raison vaciller. Ce qu'il voyait était impossible, et pourtant c'était là, devant lui, une impossibilité vivante. « Qui vous a fait cela ?» parvint-il à articuler, la voix étranglée. La créature tourna lentement la tête vers la porte entr'ouverte derrière la tapisserie. Celui qui habite au-delà. L'être que mon époux et moi avons libéré à Constantinople, dans les ruines d'une église oubliée. Nous cherchions des trésors, de l'or, des reliques. Nous avons trouvé son tombeau, une urne de bronze scellée par 7 sceaux, enterrée sous l'autel. Édouard a brisé les sceaux et il est sorti. Elle fit un pas vers eux, et les 2 hommes reculèrent instinctivement. Il s'est attaché à nous, nous a suivis jusqu'en France. Il a pris Édouard en premier, a bu sa vie, jusqu'à la dernière goutte. Puis il est venu pour moi, mais moi, il a voulu me garder. Il a fait de moi sa gardienne, celle qui veille sur son passage entre les mondes. Je ne peux ni vivre ni mourir. Je suis condamné à cette existence, à surveiller cette porte, à empêcher qu'il ne se répande dans votre monde. C'est de la folie, balbutia Dufour, mais ses propres mots sonnaient faux à ses oreilles. Alors partez, siffla la comtesse, et sa voix était maintenant moins humaine, vibrante d'une autorité terrible. Partez et murmurez-vous que c'était de la folie, si cela peut vous aider à dormir. Mais condamnez cette porte à nouveau, scellez cette pièce, oubliez ce que vous avez vu, car si vous revenez, si vous laissez d'autres venir, la porte s'ouvrira complètement. Et alors il sortira, et votre siècle de lumières et de raison ne sera plus qu'un souvenir dans un monde plongé dans l'obscurité éternelle. La lanterne vacilla à nouveau. Dans le bref instant d'obscurité qui suivit, ils entendirent un bruit provenant de la porte entr'ouverte, un grattement, comme si quelque chose aux griffes acérées cherchait à se frayer un passage. Quand la lumière revint, la comtesse avait disparu. Le fauteuil était à nouveau vide, renversé sur le côté. Il ne se le fira pas dire 2 fois. Dufour et Mercier s'enfuirent du château en courant, dévalant les escaliers au risque de se briser le cou, traversant les couloirs en ruine dans un état proche de la démence. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent à plusieurs centaines de mètres de la bâtisse maudite, haletant, trempés de sueur malgré le froid de l'automne. Dufour ne publia jamais ses recherches sur la famille de l'affaire. Il détruisit ses notes, brûla le carnet qu'il avait emporté et ne parla plus jamais de cette nuit. Il sombra dans l'alcoolisme et mourut 3 ans plus tard, en 1896, d'une cirrhose. Ses derniers mots, selon l'infirmière qui veillait à son chevet, furent « Elle est toujours là. Elle attend toujours. La porte. » Mercier, quant à lui, entra dans les ordres et passa le reste de sa vie comme moine dans un monastère cistercien des Alpes, refusant de prononcer le moindre mot sur cette expérience, observant un silence obstiné qui ne fut brisé qu'une seule fois, sur son lit de mort en 1934, quand il murmura au père abbé « Ne laissez personne rouvrir cette porte, jamais !»
Le XXe siècle transforma la Provence. Les villages s'agrandirent, les routes se modernisèrent, le tourisme commença à affluer. Mais le château de la Fère resta à l'écart de cette évolution, comme un îlot de temps figé au milieu du progrès. Plusieurs fois, des promoteurs immobiliers envisagèrent de racheter les ruines pour construire un hôtel ou un complexe résidentiel. Chaque fois, le projet fut abandonné pour des raisons inexpliquées, problèmes de financement, complications juridiques ou simplement un malaise diffus qui poussait les investisseurs à se retirer. Les rares personnes qui s'aventuraient encore dans les parages rapportaient des phénomènes étranges, des lumières qui apparaissaient aux fenêtres du dernier étage, toujours la même fenêtre, toujours une lueur tremblante, comme celle d'une bougie. Des voix, surtout durant les nuits sans lune, une voix féminine qui psalmodiait dans une langue inconnue, monotone et obsédante. En 1962, un groupe de jeunes du village voisin, enhardis par l'alcool et le désir de prouver leur courage, décida d'organiser une expédition nocturne dans le château. Ils étaient 5, 3 garçons et 2 filles, tous entre 16 et 18 ans. Ils emportèrent des lampes torches, une bouteille de vin et le rire insouciant de la jeunesse qui se croit immortelle. Ils pénétrèrent dans le château vers minuit. Les 3 premiers étages ne présentaient rien de particulier, juste la décrépitude habituelle et l'excitation un peu forcée de l'aventure interdite. Mais quand ils montèrent au dernier étage, l'atmosphère changea brutalement. Le corridor était anormalement froid, leur souffle formait de la vapeur dans l'air immobile. Les faisceaux de leurs lampes révélaient la porte condamnée, exactement comme l'avaient laissé les domestiques plus de 2 siècles auparavant, comme si aucun des visiteurs ultérieurs n'avait osé toucher à ce sceau. « On devrait partir », murmura l'une des filles. Sophie, une brune aux yeux inquiets. Mais Marc, le plus téméraire du groupe, secoua la tête avec un sourire de défi. « On est venu jusque-là, je veux voir ce qu'il y a derrière. » Il s'approcha de la porte et commença à arracher les planches avec une barre de fer qu'il avait apportée. Les autres protestèrent mollement, mais la dynamique de groupe joua contre la prudence. En quelques minutes, les planches cédèrent, révélant la porte noircie. Marc tourna la poignée. La porte s'ouvrit. Ce qu'ils virent les figea. La pièce n'était pas vide, elle était habitée. Non pas par des meubles couverts de poussière, mais par quelque chose d'autre, quelque chose d'impossible à décrire avec des mots rationnels. L'air lui-même semblait dense, presque liquide, ondulant comme de l'eau troublée. Et au centre, le fauteuil. Il n'était plus vide, une silhouette y était assise, immobile, et cette silhouette portait une robe de soie noire brodée d'argent. Quand leurs lampes l'éclairèrent, la chose tourna la tête vers eux avec une lenteur cauchemardesque. Son visage était encore plus décomposé qu'un siècle auparavant, presque entièrement réduit au crâne, et pourtant les yeux brillaient dans les orbites creuses d'une lueur verdâtre, phosphorescente, qui n'appartenait pas au monde des vivants. « Vous êtes venus » dit-elle, et sa voix était un murmure rauque qui semblait venir de très loin, d'au-delà des limites de la réalité. Après tant d'années, vous êtes venus ouvrir la porte. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez fait. Derrière elle, la tapisserie se déchira soudainement de haut en bas, comme lacérée par des griffes invisibles. La petite porte secrète était là, et elle n'était plus simplement entr'ouverte. Elle était grande ouverte, béante comme une gueule, et de son ouverture s'échappait une obscurité qui n'était pas naturelle, une obscurité vivante qui se répandait dans la pièce comme une marée noire. Les 5 jeunes gens s'enfuirent en hurlant, dévalant les escaliers dans un chaos de terreur pure. Sophie trébucha et se tordit la cheville, mais les autres la relevèrent et la traînèrent pratiquement jusqu'à la sortie. Ils ne s'arrêtèrent de courir qu'une fois parvenus au village, où ils se précipitèrent chez le curé, sanglotants et incohérents. Le père Dominique, un homme d'âge mûr qui avait entendu les histoires sur le château, mais n'y avait jamais vraiment cru, les écouta avec une inquiétude croissante.
Il tenta de les rassurer, leur parla d'imagination et de peur collective, mais quelque chose dans leurs yeux, dans leur terreur absolue, le troubla profondément. Le lendemain matin, il se rendit au château, accompagné du maire et de 2 gendarmes. Ils montèrent au dernier étage, trouvèrent la porte ouverte et pénétrèrent dans les appartements de la comtesse. La pièce était vide. Pas de fauteuil, pas de corps, pas de traces de l'obscurité que les jeunes avaient décrite. Juste une pièce abandonnée, couverte de poussière et de toiles d'araignée. Seule la petite porte derrière la tapisserie déchirée attestait qu'il y avait peut-être une part de vérité dans le récit des adolescents. Le père Dominique s'approcha de cette porte. Elle donnait sur un espace étroit, presque un placard, qui semblait descendre dans les profondeurs du mur par un escalier raide et irrégulier. Il éclaira les premières marches avec sa lampe, mais l'obscurité avalait la lumière après quelques mètres. Un courant d'air froid remontait de ces profondeurs, chargé d'une odeur ancienne d'encens et de terre. « Il faut condamner cet endroit », déclara le maire, un homme pragmatique peu enclin aux superstitions, mais visiblement mal à l'aise. « Scellez cette pièce définitivement. Si ces jeunes idiots sont venus ici, d'autres viendront. C'est dangereux, les planchers sont pourris, les murs peuvent s'effondrer. » Le père Dominique acquiesça, mais son regard restait fixé sur l'escalier qui descendait dans l'ombre. Il se signa, murmura une prière, puis se tourna vers les gendarmes. « Faites venir des maçons. Je veux que cette porte soit murée, que tout cet étage soit condamné. Et je vais bénir ces lieux selon le rituel d'exorcisme. Qu'on le croie ou non, il y a quelque chose ici qui ne devrait pas être. » Dans les jours qui suivirent, des ouvriers vinrent murer l'entrée du dernier étage avec des parpaings et du béton. Le père Dominique récita les prières d'exorcisme, aspergea les murs d'eau bénite et fit apposer une croix de fer sur le mur condamnant. Officiellement, le château fut déclaré dangereux et interdit d'accès. Des panneaux furent installés, une clôture rudimentaire fut érigée autour de la propriété. Les 5 jeunes qui avaient vécu l'expérience ne furent jamais tout à fait les mêmes. Sophie développa une phobie des espaces clos et ne put jamais rester seule dans le noir. Marc sombra dans la drogue et mourut d'une overdose à 25 ans. Les 3 autres quittèrent la région et ne revinrent jamais, même pour les enterrements de leurs parents. Aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, le château de la Fère est toujours là, silhouette croulante sur sa colline provençale. Les touristes qui passent dans la région ignorent généralement son existence. Les guides locaux ne le mentionnent pas. Les cartes modernes l'ont oublié, mais ceux qui vivent dans les villages environnants savent. Ils savent qu'il ne faut pas s'approcher de ces ruines après la tombée de la nuit. Ils savent que certaines nuits, surtout les nuits sans lune, une lumière apparaît à la fenêtre du dernier étage, une lueur tremblante comme celle d'une bougie qui refuse de s'éteindre. Et parfois, très rarement, quand le vent souffle dans la bonne direction, on peut entendre une voix de femme, claire et mélodieuse malgré les siècles, récitant des prières en grec ancien, suppliant un Dieu qui semble l'avoir abandonné de mettre fin à son éternelle veille. Car la comtesse Héloïse de la Fère est toujours là entre 2 mondes, ni vivante ni morte, gardienne d'une porte qui ne doit jamais s'ouvrir complètement. Et elle attendra. Elle attendra jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'à ce que quelqu'un, poussé par la curiosité ou l'arrogance, vienne défaire les sceaux et libérer ce qui sommeille dans les profondeurs, au-delà du mur, dans cet espace qui n'existe pas sur les plans, mais qui est plus réel que tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Le dernier curé qui osa s'approcher du château en 1998 pour y célébrer une messe de protection raconta qu'en posant sa main sur le mur condamné, il avait senti des vibrations, comme si quelque chose, de l'autre côté, grattait inlassablement la pierre, cherchant une faiblesse, un passage. Il n'y est jamais retourné. Et vous, chers lecteurs, si vous vous trouvez un jour en Provence, sur ces routes sinueuses qui serpentent entre les collines parfumées de lavande et de thym, si vous apercevez au loin une silhouette de pierre délabrée se découpant contre le ciel du crépuscule, continuez votre chemin. N'écoutez pas la curiosité qui vous murmure d'approcher. N'imaginez pas que vous pourriez être celui qui percera le mystère, qui découvrira
la vérité. Car certaines vérités ne sont pas faites pour être découvertes, certaines portes ne sont pas faites pour être ouvertes, et certaines dames, même après 3 siècles de solitude, n'attendent pas d'être délivrées. Elles attendent simplement que vous les rejoigniez dans l'éternité glacée de leur prison. Note de l'archiviste. Ce récit a été reconstitué à partir de documents authentiques conservés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, de témoignages oraux collectés entre 1952 et 2003 et d'actes notariés datant du XVIIIe siècle. Le château dont il est question existe réellement, bien que son emplacement exact ne soit volontairement pas précisé dans ce texte. La famille de l'affaire a véritablement existé. Quant aux événements décrits,